Euh, oh, oui, d'accord. C'est bon, tu peux y aller. Bon, je peux y aller. D'accord. Mais moi, je vous vois plus. C'est pas grave. Euh, si, ça n'a pas changé, hein. Moi, je vous vois plus. Je peux quand même parler. Bon, voilà. Donc, je dois effectivement me justifier parce que Ravi Zachar Meir n'est pas d'origine alsacienne, et il est d'origine allemande, mais c'est son, euh, on va dire tardif. Historien, si on veut, des années 60 à Strasbourg, que je me suis dit que ce personnage, ce Rave, pouvait être comme un espèce de personnage monde. C'est-à-dire qu'il a été présent à la fois, à la fois en Israël, en Palestine, en Israël, en Suisse, à Montreux et au Maroc, pour finir à Netivot, autrefois appelé Azata, et fonder la Yeshiva Tanit, dont j'ai été également un élève avec d'autres Strasbourgeois. Mais lorsqu'on parle du judaïsme d'Alsace, la question est toujours, est-ce que c'est l'histoire du judaïsme en Alsace ou l'histoire des juifs d'Alsace, c'est-à-dire des juifs alsaciens? Avec le temps, il faudra peut-être apprendre à parler du judaïsme en Alsace, et c'est ce qui me permet de parler de Ravi Zachar Meir et de vous exposer assez brièvement quel a été son parcours. Alors, il est né en 1927 à Bourg, et il est le petit-fils de deux rabbins. D'abord de son grand-père Issachar, dont il porte le nom, qui était rabbin jusqu'en 1925 à Ratisbonne, et qui, pendant toute sa carrière, lutta en faveur du judaïsme orthodoxe d'inspiration de Raphaël Hirsch. La petite fille d'un, euh, plutôt, oui, sa mère était une petite fille du Rav Auerbach de Halberstadt, un talmudiste reconnu. Et donc, leur fils, Jacob Meyer, épouse Léa Auerbach, et ils s'établissent à Hambourg. Il exerce le métier d'expert comptable et de marchand de biens, activité qui lui procure une large aisance matérielle. La famille Meyer habite dans une grande et spacieuse maison dotée de tout confort moderne, entourée d'un bourdin et de chênes centenaires. Profondément pieux, les Meyer prolongent les traditions de leurs deux familles, de la famille, puisqu'il a trois sœurs, et l'enfant, demeurant très assidu, semble répondre aux attentes de son père, qu'il appelle affectueusement mon Kaddish. C'est une expression que l'on retrouve déjà chez Alexandre Weil dans ses souvenirs de jeunesse. Et donc, c'est une expression assez utilisée lorsqu'on avait, il n'y avait qu'un garçon dans la famille, parmi les enfants, on disait, ça c'est mon Kaddish. Les parents disaient, c'est mon Kaddish, c'est lui qui sera le Kaddish en notre mémoire. Euh, il est donc Issachar, le jeune Issachar, naît donc dans une famille religieuse, très pieuse, bien que les parents ne soient pas eux-mêmes des gens lettrés comme le sont les grands-parents, mais
il vit surtout à Hambourg. Hambourg qui abrite dans 1927, l'année de la naissance de Ravi Sachar Meir, plus de 17 000 juifs. Par ailleurs, il y a même un maire juif pendant 2 ans avant l'arrivée au pouvoir d'Ennemis. Au plan religieux, les éléments orthodoxes sont très dynamiques et la ville est une véritable mosaïque qui comprend 3 grandes synagogues et une douzaine d'oratoires appartenant à différentes chevrotes et confréries. L'étude du Talmud y est à l'honneur et des rabbins généralement originaires de Hongrie ou de Lituanie viennent volontiers prodiguer leur enseignement. Par ailleurs, Torah et science coexistent harmonieusement selon le principe de Torah et d'Erech Eretz, et nombre de médecins, d'avocats, de mathématiciens, d'enseignants sont des exemples de piété. La tendance réformée est néanmoins très forte dans cette communauté, comme dans le reste de l'Allemagne à cette époque, et les mariages mixtes sont pléthores. Mais malgré quelques conflits, l'unité prévaut grâce à un partage des rôles. Les questions rituelles sont gérées par les responsables des oratoires, tous orthodoxes. Quant à l'aspect plus officiel et l'éducation, ils sont dévolus à la grande communauté et le jeune Issachar et dans une période commence à être troublée. Dans ces années-là, eh bien, arrive en Allemagne assez directement une multitude de Juifs de l'Est durant donc les années 20, à la suite de la Révolution d'octobre, soit pour s'établir sur place, soit pour continuer leur voyage vers la France ou la Belgique, ou plus loin, vers l'Angleterre et l'Amérique. C'est donc dans cette ambiance où les Ostjuden sont très présents que Jacob Meyer se fait un devoir d'aider tout le monde et il passe le plus clair de son temps en dehors de son travail à aider les gens qui arrivent, à leur donner la possibilité de s'établir, voire de poursuivre plus loin leur voyage. Mais l'antisémitisme national-socialiste commence à éclore, bien que au moment de la naissance du jeune Issachar, la plupart des Juifs allemands ne désespèrent pas de voir la situation s'arranger. Ils pensent que les nazis finiront par disparaître ou qu'une fois au pouvoir, ils changeront de politique. De façon générale, personne ne perçoit l'orage qui se prépare. Mais c'est pour cela que le destin du jeune Issachar est particulier. Eh bien, le destin de la famille va être précipité par le cours des événements. En effet, Jacob Meyer est accusé d'avoir rédigé un texte anti-nazi et il est cité en justice à ce titre. Par chance, il arrive à démontrer qu'il n'en est nullement l'auteur et le tribunal est obligé de reconnaître son innocence. Après s'être dégagé des griffes de la tyrannie qui s'annonce plus effrayante encore dans l'avenir, la famille Meyer décide de fuir immédiatement Hambourg pour éviter tout danger. Ils quittent donc tous ensemble le territoire du Reich pour s'installer à Amsterdam, en Hollande. Sur place, au plan économique, Jacob Meyer avait déjà entrepris de valoriser son patrimoine, sans grand bénéfice d'ailleurs, et de transférer ses avoirs en Palestine. Destination qu'ils entendent, que les Meyer entendent finalement atteindre. Il est en la matière assez bien inspiré. Quelques mois plus tard, la situation s'aggrave avec le boycott des commerces et des entreprises juives qui débute en avril 1933. Ainsi, la survie économique de nombreuses familles allemandes devient très problématique. Mais les Meyer sont à Amsterdam. Grâce à cette prompte décision, ils échappent aux graves conséquences de la nuit de cristal. La vie sur place à Amsterdam est malgré tout assez dure, car comme de milliers de coreligionnaires, les Meyer sont des réfugiés. Ainsi, Aaron Auerbach, le père de Léa Meyer, donc le beau-père de Jacob Meyer,
qui dans un premier temps les accompagnait en Hollande, n'arrive pas à se faire à cette vie nouvelle et finit par retourner en Allemagne. Il disparaîtra victime, comme tant d'autres, des persécutions nazies. Cependant, la vie s'organise pour la famille Meyer en pays bataves et Jacob trouve un emploi de comptable dans une société maritime implantée, je vous le donne en mille, au Moyen-Orient. Il est de la sorte souvent amené à se déplacer dans cette région et en particulier en Palestine mandataire où il séjourne durant quelques mois, plusieurs fois de suite. Jacob Meyer rencontre sur place des Juifs allemands qui arrivent en nombre, de plus en plus importants, et commence à poser les premiers jalons de l'installation des siens à Jérusalem. Mais les choses traînent en longueur, car les autorités mandataires exigent de nombreuses garanties et de multiples attestations. C'est à cette époque aussi que les Anglais publient le fameux livre blanc qui entend restreindre de façon drastique l'immigration juive sur le territoire du mandat. Mais un fait dramatique va anéantir tous les plans et tous les espoirs de Jacob Meyer. Sur place, en Palestine donc, lors d'un de ses déplacements, il contracte une maladie rénale que les praticiens locaux en Palestine ne peuvent pas soigner. Il doit alors être hospitalisé à l'hôpital anglais d'Alexandrie et prévient son épouse par télégramme de la situation fâcheuse dans laquelle il se trouve. Dans l'urgence, Léa Meyer place ses 4 enfants dans un orphelinat et cette séparation marquera profondément les jeunes enfants qui se retrouvent dans une situation délicate. Ils sont privés de leur cadre familial d'une part et doivent vivre momentanément dans une institution qui ne correspond pas à leurs standards religieux d'autre part. Pendant ce temps, Léa Meyer, qui a pris le premier bateau en partance pour Alexandrie, assiste peu après son arrivée au décès prématuré de son mari, qui, du fait de la situation, est provisoirement enterré sur place. Il est donc enterré à Alexandrie. Mais avec un sens exceptionnel des priorités, la jeune veuve profite des autorisations d'immigration qui sont enfin arrivées pour toute la famille et que son époux avait obtenues. Or, ces autorisations sont toujours valables tant que le décès n'a pas été déclaré officiellement aux autorités mandataires en Palestine même. Et donc, Léa Meyer décide de faire venir sans tarder ses enfants sur place. Et après moult péripéties, les 4 orphelins débarquent enfin à Haïfa. On imagine facilement l'intense émotion qui étreint la maman et ses enfants, qui, malgré la disparition de Jacob, se trouvent tous réunis et en sécurité à la veille des hostilités mondiales. La famille se retrouve donc en Palestine. Une seconde, je vais fermer la porte. Il y a du bruit. Voilà, donc la famille se retrouve à Jérusalem, dans le quartier de Nachlaot, pour ceux qui connaissent, et qui à l'époque est un quartier assez pauvre. Et ils accueillent à Pessah 1939 Joseph Auerbach, le frère de Léa, qui a réussi in extremis à gagner la Palestine. C'est un bref moment de joie qui les réunit tous ensemble. Mais la famille Meyer ne trouve pas à Jérusalem de ressources suffisantes pour subsister et devant cette incertitude doit se rapprocher de leur oncle, le rabbin Moïse Auerbach et d'autres familles originaires d'Allemagne qu'ils connaissent et qui sont installées à Petah Tikva. Le rabbin Moshe Auerbach était un rabbin aussi au parcours assez étonnant puisqu'il avait déjà enseigné et dirigé des écoles en Palestine, mais en Palestine ottomane, au début du siècle, dans les années 1910. Il avait dû rentrer en Allemagne, il avait fait carrière en Allemagne et après 1933, il est revenu en Palestine mandataire. Mais c'est quelqu'un qui connaît bien les us et coutumes et qui peut utilement conseiller sa nièce Léa Meyer.
Et c'est dans cette ville aussi que, grâce à de multiples efforts, la dépouille de Jacob Meyer peut enfin être inhumée en août 1940. Léa Meyer, elle décédera bien plus tard, presque 30 ans plus tard, et sera enterrée non loin de son époux. Cependant, revenons au jeune Yissachar, qui désire fortement étudier la Torah, alors que l'accès aux yeshivot lituaniennes, à l'époque d'un nombre assez réduit, semble réservé à quelques initiés. Cependant, grâce à l'intervention d'un ami, qui deviendra son beau-frère, l'adolescent arrive à s'inscrire, il a 14-15 ans, à la nouvelle yeshiva dite de Lomje, du nom de la ville de Lomza en polonais, située à 75 km de Białystok, et qui vient d'inaugurer de nouveaux locaux à Petah Tikva. Cependant, les rêves du jeune adolescent se heurtent rapidement à la situation économique de la famille, qui est loin d'être brillante, car l'absence de Jacob, le père, se fait cruellement sentir aussi sur ce plan. L'aisance dont les meilleurs bénéficiaient en Hambourg il y a quelques années encore a laissé la place à une vie fruste, voire pauvre, d'autant que les sommes que Jacob a transférées en Palestine ont disparu comme neige au soleil, sans doute à cause de quelques malversations. Léa Meyer, qui travaille comme couturière, n'arrive pas à subvenir toute seule aux besoins de 5 personnes. Elle a effectivement 4 enfants. Par ailleurs, la situation économique de la Palestine durant les années de guerre est complexe. Et c'est des choses qu'on ignore en général. En effet, le commerce mondial est fortement perturbé d'une part, mais seule l'industrie palestinienne, totalement mobilisée au service de l'effort de guerre des Alliés, est créatrice d'emplois. La logique voudrait donc que le jeune garçon de la famille, à l'exemple des adolescents de son âge, dans cette situation, aille chercher un emploi dans une des entreprises de la région. Mais c'est sans compter avec le désir de Yissachar, qui n'aspire qu'à une seule chose, étudier dans une yeshiva. Je rappelle qu'il a 14-15 ans. Après de multiples palabres, la famille comprend la situation et sa sœur Shoshana accepte d'aller elle-même travailler pour aider les siens et permettre ainsi au jeune adolescent de réaliser son rêve. Shoshana épousera le Rav Ben-Sion Bamberger, qui sera plus tard le Mashgiach, c'est-à-dire le directeur spirituel de la yeshiva de Poniovich, dont nous allons également reparler. Mais l'arrivée de Yissachar à la yeshiva de Lomje va néanmoins lui demander de gros efforts d'intégration. En effet, le jeune garçon originaire d'Allemagne est peu au fait des us et coutumes de ce milieu lituanien très austère et découvre un monde nouveau pour lui. Et c'est surtout auprès du futur Rav Moshe Shmuel Shapira, le responsable dans les années 60 de la yeshiva de Ber Yaakov, que Yissachar Meyer reconnaîtra plus tard ce Rav, comment il s'appelle, Shapira, qu'il le reconnaîtra comme son maître, que le jeune homme fait son apprentissage. Son mentor prend durant de longs mois le jeune étudiant de 15 ans sous sa coupe. Ils ont 10 ans d'écart, je le rappelle, et l'introduit dans le monde de l'étude talmudique. Et comme Yissachar est particulièrement doué et doté d'une force de concentration et une volonté d'assiduité particulière, il fait partie à 17 ans du premier groupe d'étudiants qui fonde la yeshiva de Poniovich en 1943 avec, sous la direction du Rav Yosef Kahneman. Et Yissachar Meyer devient un élément moteur de la nouvelle maison d'études à ses débuts. Quelques années plus tard, Rav Dessler, le mashgiach responsable spirituel de la yeshiva de Poniovich, note dans un courrier, le jeune Yissachar Meyer, originaire d'Allemagne, vous voyez, on dit toujours, c'est le petit Yeke. Il ne fait pas partie du cénacle, mais il arrivera à s'imposer par ses connaissances et son assiduité. Étudie la Torah de manière remarquable avec une grande profondeur. Cet élève
qui est un des plus assidus de notre Shiva, connaît le chasse avec les Rishonim et les Acharonim, c'est-à-dire avec les commentaires du Moyen-Âge et les commentaires plus récents. Il est par ailleurs doté de grandes qualités humaines. C'est un homme exceptionnel. Tout le monde ne mérite pas ou n'a pas eu le mérite de recevoir de telles louanges. Il n'est dès lors pas étonnant non plus que Rav Avraham Yeshayahu Karelitz, c'est-à-dire le Chazon Ish, ait demandé à faire sa connaissance d'une part et que Issachar Meyer ait eu des contacts avec la plupart des grands maîtres de sa génération en Palestine d'autre part. Néanmoins, au plan personnel, Issachar Meyer se bat contre un diabète important, très tôt diagnostiqué. Cependant, au tir des témoins, le manque d'argent qui le laisse parfois dans un véritable dénuement ne perturbe en rien son assiduité et sa situation précaire, tant au niveau santé qu'au niveau économique, semble même lui donner un regain d'énergie. Notons qu'il adoptera par la suite un style de vie très simple, à l'instar de ses maîtres qui considèrent le confort comme un luxe inutile, voire inconvenant. Et c'est donc dans les années 50, Issachar Meyer a fini sa formation et il se destine, à la suite de Rav Dessler, à l'enseignement et voit dans la fondation de nouvelles yeshivot de par le monde une manière de répondre aux défis lancés au judaïsme européen par la tragédie qu'il vient de traverser. Et donc en 1952, l'année de ma naissance d'ailleurs, Issachar Meyer accepte sur les conseils du Chazon Ish de quitter Israël pour aller enseigner à Montreux, en Suisse, à la Yeshiva Etzraïm, dirigée par le Rav Yerachmiel Eliaou Bochko, qui cherche un professeur de Talmud. La première yeshiva d'Europe continentale, fondée en 1927, accueille donc son premier enseignant venant de Terre Sainte, présence symbolique s'il en est quand on connaît l'attachement du Rosh Yeshiva de Montreux pour le retour des exilés de Sion. Le jeune maître israélien, âgé seulement de 25 ans, arrive très vite à s'imposer face aux jeunes qui apprécient ses connaissances et qui aiment la manière dont il les encourage à progresser. L'enthousiasme du jeune maître qui entend pousser ses élèves à une assiduité totale va générer quelques tensions avec le Rav Eliaou Bochko qui, en tant que responsable de communauté, est obligé de composer avec certaines anciennes habitudes. Et la tension qui existe entre le Rosh Yeshiva et le rabbin de la ville eh bien, se retrouve un peu partout dans l'histoire, et ici également. Par ailleurs, n'ayant pas trouvé à la Yeshiva un poste pérenne, et au vu du cadre restreint de la petite communauté qui ne constitue peut-être pas un champ d'action suffisamment important pour lui, Rav Yisrachar quitte Montreux à l'automne 1954. Je rappelle qu'il aura l'occasion d'étudier longuement avec le Rabbi Yechiel Weinberg, qui l'ancien directeur du séminaire Hildesheimer de Berlin, qui est, après la guerre, allé retrouver son ancien élève Shaul Weingart à Montreux, et c'est là qu'il terminera sa vie en 1966. Sur ces entrefaites, Issachar Meyer, qui a maintenant 27 ans, se fiance avec la jeune Judith Prager de Londres, d'origine allemande. Le mariage a lieu en l'absence de sa famille israélienne, car Léa Meyer et ses filles n'ont pas les moyens de se déplacer jusqu'à la capitale anglaise pour la circonstance. Le jeune couple s'établit provisoirement sur la Tamise. Mais alors que les mariés n'ont pas encore trouvé de point de chute, Issachar est à nouveau rappelé à Montreux. En effet, la petite yeshiva n'a pas encore trouvé son remplaçant et Rav Bochko est encore à la recherche d'un enseignant. Issachar Meyer et son épouse acceptent donc de retourner à Montreux sur les hauteurs du lac Léman et le jeune maître intervient durant 2 années supplémentaires à la villa Kuizizana où se trouve la yeshiva. Judith Meyer restera ainsi toute sa vie aux côtés de son mari.
elle le soutiendra au quotidien en assurant plus tard et durant des années une grande partie des tâches administratives de la Yeshivat HaNegev à Netivot. On ne parle encore pas d'Alsace, mais on voit quand même que c'est un personnage hors du commun. Et coup de théâtre, la situation du jeune maître va changer de manière tout à fait inattendue, car le talmudiste fait alors une rencontre déterminante. En effet, c'est durant la seconde période suisse de Yissachar que le jeune Michael Toledano, fils de Rav Raphaël Baour Toledano de Meknes, frère moulu de la yeshiva de Poniovitch, se trouve par hasard, entre guillemets, de passage à Montreux. Le jeune homme informe ainsi Yissachar des changements profonds qui ont lieu à cette époque dans le royaume chérifien et auxquels le jeune cadre pourrait éventuellement apporter son concours. Et là, il faut donc, Yissachar Meir va aller au Maroc. Mais il faut que je vous présente un peu la situation du judaïsme et de l'enseignement juif au Maroc à ce moment-là. On pense qu'il y a une coupure assez nette entre le judaïsme ashkénaze et le judaïsme du Maghreb depuis toujours. Mais en réalité, il n'y a pas de coupure. Et les rabbins d'Europe orientale vont de manière assez régulière et de façon très étonnante aller voir ce qui se passe du côté du Maghreb. Et par exemple, on sait qu'en Algérie, le dernier Abbeydin d'Alger, c'était un rabbin ashkénaze qui avait passé 30 ans en Algérie. Et au Maroc, eh bien, il y a un rabbin Halperin dans les années 1911 déjà, qui voit que l'enseignement, pour les garçons en tout cas, n'est pas suffisamment ouvert. Il n'y a pas suffisamment de maîtres expérimentés avec des méthodes valables. Il va fonder le réseau Eim Abanim déjà avant les années 1920, sous le protectorat français. Donc, les Ashkenazim s'intéressent à la vie au Maroc. En fait, les choses n'ont pas beaucoup changé après-guerre. Mais que se passe-t-il après-guerre? Et là aussi, c'est très intéressant. Comment dirais-je? Les soldats américains qui sont stationnés au Maroc sont subjugués par le nombre de juifs qui s'y trouvent. Il y en a peut-être 250 000, 280 000. Et du manque de niveau général en Talmud de la population. Pour un juif ashkénaze, sans doute venant de l'Est, qui a passé par l'Amérique et qui est venu comme soldat au Maroc, eh bien, on s'attendrait à avoir des grands yeshivot sur le modèle polonais, russe ou lituanien. Or, il n'y a rien de tel au Maroc. Par contre, il y a la connaissance de la liturgie, la connaissance de la lecture de la Torah. Les choses de base sont bien connues, mais il n'y a pas de connaissance générale approfondie du Talmud, bien qu'il y ait toujours un petit groupe dans chaque communauté de gens qui étudient de manière approfondie. Et ces gens-là vont le rapporter à un personnage sur lequel je ne peux pas m'étendre, et qui qui s'appelle Abraham Kalmanovitch, qui va tout simplement venir au Maroc et fonder des yeshivot à Casablanca avec l'aide de certains rabbins marocains, comme du rabbin Raphaël Toledano de Meknes. Voilà pour la situation des Juifs du Maroc. Je ne peux pas en dire plus. On pourrait donner une conférence là-dessus,
mais ce n'est pas le sujet. Et donc, le fils de Rav Toledano, Michael, dit à Rav Issachar, ben, il faut que tu viennes au Maroc, on a besoin de mettre de ta trempe. Et pour Rav Issachar, c'est une aubaine. Et il s'embarque avec son épouse pour le Maroc en 1956. Une fois sur place, il enseigne à la Yeshiva Neve Shalom et donne même cours à un séminaire pour jeunes filles qui a été nouvellement créé par ce Rav Kalmanovitch. Et il multiplie ses interventions dans les différentes synagogues de la ville où il est très apprécié. En outre, relève un témoin, le jeune Talmid Chacham d'origine allemande, formé en milieu lituanien et ne balbutiant que quelques rudiments de français, arrive et de façon tout à fait inattendue à intéresser le public juif marocain, malgré les barrières de la langue et les grandes différences de mentalité. Par ailleurs, et c'est peut-être cela qui touche le public marocain, Rav Issachar incarne ce que d'aucuns ont appelé le service de Dieu gratuit, l'étude de la Torah pour elle-même, Torah Lishma, et certains jeunes Marocains, en grande partie élevés dans le cadre d'une profonde piété, y sont particulièrement sensibles. Plus généralement, et malgré une certaine réussite, et c'est là où nous allons un peu toucher Strasbourg, Rav Issachar sait que sa position personnelle est très instable en tant que citoyen israélien. Comment un citoyen israélien peut-il être présent au Maroc avec un passeport israélien? Il est inquiet pour l'avenir. Il cherche à renforcer l'équipe de cadres enseignants sur place et demande au jeune Shimon Wiesman, plus tard Rosh Yeshiva de l'Yeshiva Eshel à Strasbourg, que les Strasbourgeois ont bien connu, en tout cas entre les années 80 et les premières années du XXIe siècle, il lui demande de renoncer à partir étudier en Israël pour prodiguer sur place au Maroc son enseignement. C'est ainsi que le jeune élève Shimon Wiesman de la Yeshiva de Sunderland en Angleterre se fixe à Casablanca avec sa famille jusqu'au milieu des années 60. Cependant, la situation politique se détériore quelques mois plus tard avec l'indépendance du Maroc et la crise de Suez. On est en 1956. Rav Issachar et son épouse sont ainsi déclarés persona non grata et doivent rapidement quitter Casablanca. Où vont-ils aller? Eh bien, ils s'établissent alors à Tanger. Pourquoi Tanger? Parce que Tanger est une enclave adossée à la mer qui jouit pour quelque temps encore de son statut international et dont le régime soustrait ses résidents aux lois marocaines. La ville compte alors 12 000 juifs, ce qui est important, dont un certain nombre de juifs originaires d'Europe de l'Est. Et ça, c'est toute une histoire qu'il faudrait aussi raconter, tout ce qui s'est passé à Tanger pendant les années de guerre. Et donc, de nombreux juifs venant d'Europe centrale se sont réfugiés au travers de l'Espagne, ont traversé l'Espagne et sont réfugiés à Tanger et ont été protégés par les Espagnols. Et donc n'ont pas été frappés par les lois de Vichy, etc. Et donc, lorsque les Allemands sont arrivés au Maroc, eh bien, ils n'ont pas voulu toucher à Tanger. Et à ce moment-là, dans les années 1955-56, la communauté de Tanger, en plein essor toranique, et Rav Zusha Baltzner, qui s'intéresse aussi très tôt au riche potentiel que représente la jeunesse marocaine, invite Rav Issachar à l'instigation de Moshe Reichman, un ancien condisciple de Rav Issachar à la yeshiva de Poniovitch, durant l'été 56, à diriger les études de la yeshiva qu'il a fondée lui-même, Rav Waltner, en 1953. Il faudrait aussi parler de Rav Waltner, mais c'est un autre sujet. Et donc, fréquentée par une soixantaine d'étudiants, la nouvelle yeshiva Etzraïm de Tanger prend rapidement un nouvel essor.
Plus précisément, un rapport du Joint se félicite des progrès enregistrés par les élèves sous la direction de Ravi Sahar. Par ailleurs, selon Henri Hirsch, l'inspecteur chargé du rapport, le jeune enseignant s'est fait régner la discipline grâce à son background allemand. C'est directement dans le texte, ce qui semble être une prouesse en pays d'Orient. Par ailleurs, Ravi Sahar apporte aussi son concours à l'école de filles qui ouvre ses portes dans le quartier du Marshan. Alors, je ne peux pas parler de toutes les personnes que l'on connaît et qui ont participé à cette aventure de Tanger, mais je parlerai de quelques-uns, ceux qui sont en lien avec Strasbourg. Mais à cette époque, le besoin d'un collège se fait sentir, à la fois pour renforcer l'étude des jeunes élèves de la yeshiva qui se marient et fixer un certain nombre de familles sur place pour renforcer le noyau religieux. Mais victime du succès de la yeshiva de Sunderland qu'il a lui-même fondée, on l'a dit, Rav Waltner peine à faire revenir ses anciens protégés marocains, maintenant intégrés en Angleterre, ou à déplacer des jeunes couples depuis les bords de la Tamise jusqu'au rivage de la Méditerranée. Ravi Sahar insiste auprès du jeune Léon Yehuda El-Kaïm, alors à Getset, pour l'inviter à participer à la création d'un tel établissement. Il lui demande instamment de venir sur place, même seul sans sa famille, dans un premier temps pour étudier la situation, afin de pouvoir prendre une décision en connaissance de cause. Il est vrai qu'une telle transplantation hors de l'Europe risque d'entraîner pour certaines jeunes familles un changement très important économiquement et culturellement parlant, et tout le monde n'est pas susceptible de franchir un tel pas. Le collège finit par ouvrir et Léon El-Kaïm gagne Tanger quelques mois plus tard, mais tout ceci aura lieu après le départ de Ravi Sahar. Que s'est-il passé? Eh bien, en effet, en juin 1959, Tanger a perdu son statut international et au retour d'une visite en Angleterre, les autorités marocaines refusent à Ravi Sahar et à son épouse le droit de revenir sur place et malgré diverses interventions, les meilleurs sont obligés de retourner en Israël. Donc, Ravi Sahar Meir est venu d'Allemagne, il est allé en Palestine, il est allé en Suisse, ensuite il a fait un tour remarqué au Maroc et maintenant il est de retour en Israël. Et là aussi, il va y avoir quelque chose de tout à fait étonnant pour un élève formé à la yeshiva de Ponevezh, c'est-à-dire de manière très antisioniste et très fixé sur l'étude uniquement. Et donc, de manière tout à fait étonnante, Ravi Sahar est engagé par le Rav Tzvi Neria à la yeshiva de Kfar Aroé, institution liée au mouvement Bnei Akiva qu'il dirige. Une nouvelle période, par ailleurs tout à fait inédite, s'ouvre dans la vie de Rav Yissachar. Alors, qui est Rav Tzvi Neria? Il faut quand même le dire rapidement. Il arrive en Palestine en 1930, il étudie auprès de Rav Kook et fonde 10 ans plus tard la première yeshiva du Bnei Akiva Kfar Aroé, tout en rédigeant durant sa vie de nombreux ouvrages halachiques et des textes de pensée juive. Rav Tzvi Neria contribue aussi à l'établissement de plusieurs yeshivot de cette mouvance. Engagé aux politiques, il est élu durant quelques années député du Hapoel HaMizrahi et s'oppose aux accords d'Oslo. Ceci pour une petite présentation, mais ce n'est pas cela qui nous intéresse, c'est plutôt le rapport de Rav Sahar Meir avec Rav Neria. En fait, que désire faire Rav Neria? Il désire implanter l'étude du Talmud au sein du milieu national religieux. Et il invite Rav Sahar à participer à cette entreprise, bien que le jeune enseignant ne soit acquis ni aux idées du Bnei Akiva, ni à celles du Rav Kook. Mais c'est néanmoins avec enthousiasme que le jeune maître va, durant plusieurs années, et malgré des divergences idéologiques certaines, aider ses élèves à se familiariser avec la méthode lituanienne de l'étude talmudique et introduire son auditoire au monde du Moussar
tout en exerçant un grand ascendant sur ses élèves. Comme à Montreux ou à Tanger, Ravi Zachar fait montre d'un esprit très souple et diffuse son enseignement à des personnes issues de milieux tout à fait nouveaux pour lui. Petite parenthèse personnelle, moi qui ai été son élève en quelque sorte, pas attitré, mais qui ai suivi ses cours, Ravi Zachar était animé d'une espèce de feu thoraïque incandescent qui ne pouvait laisser personne indifférent. Fin de parenthèse. Mais au bout de quelques temps, Ravi Zachar désire poursuivre ailleurs sa mission d'enseignant et sur les conseils de Rav Neria lui-même, Ravi Zachar rejette son dévolu sur le sud d'Israël. Nous sommes en 1961. C'est en effet dans la région que l'on appelle communément le Negev que sont logés depuis quelque temps de nombreux juifs originaires d'Afrique du Nord. Il n'y existe aucune institution toranique. Très préoccupé par le devenir de la jeunesse de cette région, Ravi Zachar a bien conscience d'apporter au plan juif, à ceux qui le voudront, des éléments structurants, alors que les familles maghrébines nouvellement arrivées se trouvent perturbées par leur transplantation. Ils ne trouvent pas les mêmes conditions qu'au Maroc, ils sont très désorientés, les familles sont bouleversées, le rôle de la femme est également transformé, ce qui fait que le Sud risque de devenir une grande zone de délinquance si on ne fait rien. Et c'est ainsi que Ravi Zachar se lance depuis Kfar Haroé avec quelques-uns de ses élèves au printemps 1961 dans une entreprise qualifiée de pionnière dans les sables inhospitaliers du Negev. Sur le site d'Azata Netivot qu'il a choisi, résident à l'époque environ 2000 personnes, toutes originaires du Maghreb. Le village vient par ailleurs d'être doté de bâtiments durs. Les tentes ont disparu depuis pas trop longtemps. Et en fait, il s'agit de constructions semi-provisoires et les infrastructures publiques sont encore assez réduites. Au niveau des études, les jeunes qui accompagnent Ravi Zachar acceptent le challenge, malgré des conditions précaires, comme par exemple cet ancien hangar rafistolé à la hâte, avec la participation du Rosh Yeshiva lui-même, qui leur sert de salle d'études. Il fait froid l'hiver, il fait très chaud l'été, bien sûr, il n'y a pas de climatisation, et les élèves sont logés, quant à eux, dans de petites maisons du village au confort inexistant. Peu à peu, la yeshiva acquiert une certaine notoriété, on voit son existence se pérenniser. Ravi Zachar favorise l'établissement d'écoles religieuses et d'un séminaire pour jeunes filles, tout en dotant la yeshiva d'une résidence en dur pour les jeunes gens et d'un nouveau Beth Midrash inauguré en 1971. Ravi Zachar, à l'époque, en 61, fait souvent référence dans ses conversations ou dans ses courriers à l'expérience acquise au Maroc et cherche même à recruter des collaborateurs dans le vivier institutionnel juif marocain. Ainsi, il écrit à Rav Léon Yehuda El-Kaïm en décembre 62, « Nous avons pour projet de fonder, si Dieu veut, à Zata, un centre toranique à l'image des institutions existantes à Tanger, mais sur une plus grande échelle et avec un meilleur niveau. » À cette époque, l'œuvre de Ravi Zachar commence à être connue de par le monde. Et c'est là où nous arrivons un peu à Strasbourg, à l'histoire des années 60 à Strasbourg. Ces liens avec la France débutent grâce à un article paru dans le journal Panim El Panim, périodique très lu dans le milieu merkazien, et où Ravi Zachar Meir est décrit comme un véritable pionnier à l'image des héros du kibbutz des années glorieuses. Et c'est grâce à cette parution que mon père et moi, Ayman, Zichrono Livracha, dès le milieu des années 60, décide de soutenir les projets initiés par Ravi Zachar et fonde à cet effet un comité de soutien pour Netivot à Strasbourg. Ce comité ne se contente pas d'aider la yeshiva du point de vue financier, mais fournit aussi des vêtements, des couvertures et aux très nombreux
nécessiteux de la ville. Rappelons que le village est situé, c'est encore un village, est situé dans une région dont l'avenir économique est de façon générale très incertain et où on trouve une importante population fraîchement débarquée des régions très frustes du Maghreb, le manque de travail sur place est criant et la pauvreté endémique. Il se déplace, Ravi Zachar se déplace de nombreuses fois aux Amériques, mais aussi, pour ce qui nous concerne, en France, où il commence à bénéficier de soutien non négligeable. Ainsi, chaque année, Ravi Zachar passe, entre autres destinations, quelques jours à Strasbourg, pour motiver ses soutiens et leur rendre compte des avancées de son action sur place. Il est alors aussi accueilli par ses anciennes connaissances faites au Maroc, au nombre desquelles il faut mentionner Rab El-Kaïm, qu'il a connu à Tanger, et que Ravi Zachar remercie de l'avoir accueilli durant son séjour à Strasbourg dans une lettre datée de 1966. Par ailleurs, et c'est là où nous intervenons personnellement, pour la première fois, un petit nombre de jeunes Strasbourgeois passent quelques semaines durant les vacances d'été à étudier sur place à Netivot, des élèves de l'école Akiba en 1968. Ainsi, Gilles Bernheim, Claude Ayman, François Merklinger, José Mehermog et d'autres encore font l'expérience de l'étude dans une yeshiva israélienne pour la première fois en 1968, je l'ai dit. Plus tard, d'autres Français fréquentent les bancs de la yeshiva, comme Michael Gross, le fils de Beno Gross, Chaim Alain Kaufmann et José Klein de Paris, et Peter Lichtenstein de Lucerne ou Zurich, et d'autres encore, Daniel Kernberg de Zurich. Et à ce moment-là, la salle d'études est située aux confins, et encore située aux confins du petit village, puisque Netivot n'est pas encore la localité verdoyante que l'on connaît, mais un village entouré de sable et de garrigues toutes desséchées. Ainsi, à la même époque, un comité parisien très actif se met aussi en place, grâce aux efforts de M. Solik Lapiche, sous l'autorité du grand rabbin Henri Chini, directeur du séminaire israélite de France, chez qui ont lieu les premières réunions. Mon père était le premier président du comité de Netivot à Strasbourg, et dans les années 70 et 80, le comité présidé à Strasbourg, alors je ne sais pas dans l'ordre, peut-être me corrigera-t-on, par Léon Geller, ancien professeur d'histoire à l'école Akiba, puis Théo Klein, ancien professeur de physique à Colmar et à Strasbourg, ancien dirigeant du mouvement Yeshurun. La cause de Netivot intéresse encore d'autres communautés, comme par exemple la communauté de Sarreguemines en Moselle, qui se joint au mouvement de soutien grâce à la participation de son rabbin d'alors, le grand rabbin Ephraim Rosen. Et voilà, nous avons donc essayé de montrer comment on peut estimer que Ravi Zachar Meir est un espèce de personnage monde qui a rencontré, qui a eu des contacts avec différentes personnalités qui, peu ou prou, étaient en lien avec Strasbourg, comme par exemple la Yeshiva de Montreux ou de nombreux jeunes de la rue Kagenek et de la communauté israélienne allaient étudier de manière régulière. Et également au Maroc, avec les rabbins qui sont venus former au Maroc ou en Angleterre et qui avaient enseigné au Maroc, ils sont venus sur Strasbourg pour diriger la Yeshiva d'Echel. Et donc, avec le contact qu'avait eu Yissachar Meir avec tous les gens qui ont bien voulu collaborer à son action. Et je m'arrêterai là pour cette historique du parcours de Ravi Zachar Meir, car son lien avec les communautés françaises se distend au profit des communautés nord- et sud-américaines à partir des années 90 ou 2000. Les anciens cessent d'être actifs, les yeshivot israéliennes commencent à être mieux connues en France et la spécificité de la yeshiva Tanegev perd en notoriété. Néanmoins, rappelons rapidement que Rav Israël contribue à fonder de multiples institutions toraniques dans le Sud, et nous nous contenterons simplement de mentionner
la Yeshiva d'Ofakim, dirigée entre autres par son élève Yaakov Horowitz, marié à Esther, une fille de Moshe Katan, et qui contribue de façon significative à implanter la Torah dans cette région encore assez délaissée au début du XXIe siècle. Mais la Yeshiva d'Ofakim, on ne le sait peut-être pas, attire aujourd'hui de nombreux jeunes strasbourgeois qui viennent y étudier après leur bac. Rabbi Yissachar Meir décède au début de l'année 2011 et son épouse 2 ans plus tard. Et pour replacer l'engagement de Rabbi Yissachar, pour conclure, dans une problématique actuelle, rappelons qu'il se considère comme rescapé de la terreur nazie et se sent à ce titre chargé d'une grande responsabilité. Il est conscient d'être, je cite, comme un tison retiré du feu, rescapé de ce pays sanguinaire et qui a néanmoins pu fonder ce que l'on appelle aujourd'hui communément un Makom Torah, littéralement un lieu de Torah. Je rajouterai juste une dernière remarque, elle aussi très réelle et je pense assez importante pour l'époque que nous vivons. Judith Meyer, la rabbinite Meyer, l'épouse de Rav Yissachar et sa collaboratrice durant plus de 40 ans, à Netivot, déclare un jour à sa nièce, Shoshana Pfeiffer, je cite, « Les Israéliens sont bizarres par rapport au monde anglophone dont elle venait. Pourquoi font-ils une telle différence entre les gens au niveau des shidduchim? N'y a-t-il pas dans notre optique 2 données essentielles à retenir ?» demandait-elle. La première, c'est de savoir si les jeunes sont tous les deux capables de faire preuve de crainte du ciel, de Yirat Shamayim, et la seconde, de voir si ces 2 personnalités sont capables de s'entendre au jour le jour. Effectivement, Judith Meyer n'arrivera jamais à comprendre le fossé persistant à son époque entre Ashkenazim et Sfardim, car c'est de cela qu'elle parle. Et il apparaît très clairement que Rav Yissachar Meir lui-même, au vu de son parcours atypique, a toujours rejoint en cette matière le point de vue de son épouse. Je vous remercie. Merci Claude pour cet exposé sur un personnage dont j'avais entendu parler, mais pas plus que ça. J'ai eu plus un contact avec un de ses euh, collaborateurs que tu as évoqué, entre autres le rabbin Léon Elkaïm, que j'ai eu comme prof à Mulhouse Voilà. et qui a été celui qui a fait une dracha le jour de l'inauguration de l'appartement de mes parents à Mulhouse et dont j'ai retrouvé l'enregistrement. Ah, intéressant. Et maintenant, si d'autres personnes ont des questions à poser sur ce parcours atypique, Et oui, peut-être des renseignements complémentaires. Je vois Ruti Ekshel qui est là. Peut-elle peut-être nous donner des dates plus précises sur la participation de son père Euh, au comité de Netivot. non, pas vraiment. Je me souviens pas vraiment des dates. Mais bon, je pense que c'est exact. Je pense que c'était en même temps que les galères. C'était pas. Je pense pas que c'était séparé. Ils ont vraiment travaillé ensemble. Ah, ils ont travaillé ensemble. OK, d'accord. Ben, c'est important. Rien que ce détail. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. d'autres personnes veulent intervenir. Donc, merci beaucoup, Claude. C'était passionnant et ça nous ramène à beaucoup de souvenirs. Moi, je me souviens quand il venait à Strasbourg. Ouais, il a commencé à venir, je pense, oui, dans les années 66, 67, quelque chose comme ça. Ouais, je pense aussi. C'était à peu près assez dans ces années-là. Voilà, dans ces On est arrivé à années-là. Et 65 et je crois pas qu'il venait avant. non, 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 non. Et je me souviens aussi de mon mari, de ce qu'il parlait de lui. Il parlait d'un Tamid Chacham, d'un homme où la halacha n'était jamais remise en question. Un monsieur avec une force de leader qui était absolument impressionnante, avec énormément d'Irat Shamayim et de crainte de Dieu, avec beaucoup d'honnêteté, de bonté envers les autres. Oui. Très sensible à l'être humain. Et je crois que c'est ce qui a impressionné en fait, tous les publics.
malgré les barrières de la langue souvent des origines tout à fait différentes. Mais le fait qu'il était, entre guillemets, réfugié, jeune, et transplanté d'Amsterdam en Palestine, ensuite à Montreux, etc., etc., je pense que ça lui donnait la force de s'adapter ou d'être capable de parler à tous les publics. Oui, tout à fait. Tout à fait, évidemment. D'autres personnes Voilà, veulent. donc, Oui, vas-y. oui, non, alors la question se pose, et le rapport entre Ravi Zachar Meir et le judaïsme alsacien n'est pas direct, mais le judaïsme de Strasbourg et, euh, on va dire, la sphère des Juifs qui après sont venus à Strasbourg, eh bien, il est évident puisqu'il a marqué nombre d'esprits avec lesquels nous avons grandi nous-mêmes. Comme d'autres ont marqué qui n'étaient pas de Strasbourg, comme Léo Kohn. Voilà. Voilà. Bon, mais il n'a jamais vraiment résidé. Mais malgré tout, c'est, comme je dis, un espèce de personnage monde qui fait que autour de lui se greffe tout un monde que nous connaissons et sans être, sans faire partie du judaïsme alsacien, font partie du judaïsme en Alsace. Absolument, je suis d'accord, tout à fait, oui. Voilà. Mais c'est vrai que c'est un parcours incroyable. Mais le comité de Netivot, il existe toujours? Oh non, je ne crois pas. Non. Je pense avec le départ des Geller et des Klein, alors je ne me rappelle plus des dates, ça, il faut demander, à Roti des précisions. Je pense que le comité avait fini d'exister. Je pense aussi que, comme je l'ai dit, euh, la spécificité du travail de Ravi Zachar Meir est un peu noyée par l'ensemble des yeshivot qui venaient solliciter Strasbourg d'une manière ou d'une autre. Et puis les élèves n'avaient plus, avec le temps, tellement envie de s'exiler dans le sud profond. Ouais, c'est ça, ouais. Parce que je me rappelle que pour monter à Yerushalayim, eh bien, c'était 2h30, 3 heures de bus à l'époque. Ton père n'a jamais rien écrit sur lui dans l'almanach du KKL? Alors, mon père n'a jamais rien écrit, peut-être que si. En tout cas, j'ai un peu écrit sur le lien entre mon père et Ravi Zachar Meir dans l'article que je lui ai donc consacré, qui est sur le site. Et voilà, autrement, rien n'a été écrit. Et puis, je suis allé un peu à la recherche de tous ces éléments. Euh, Mais Léon Geller l'a connu. Moi, j'ai bien connu Léon Geller, mais il m'en avait jamais parlé. si, Léon Geller, il avait connu. Il avait beaucoup travaillé avec, comme dit Théo Klein, pour ce comité de Notibat. Je me rappelle, il, euh, il préparait des vêtements pour les gens Il y a Ils jamais eu, vendaient, il ils y a jamais vendaient eu. des grande pauvreté. ils vendaient des coupons pour obtenir des couvertures pour les gens de Netivot. Voilà, c'est ça. Des couvertures, oui, c'est vrai, des couvertures. Et dans Éco-Unir, il n'y a jamais rien eu de mentionné à son sujet? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Et j'imagine que Ruti peut aussi nous éclairer. Je pense que beaucoup de la façon dont Yeshurun était spirituellement dirigé et devait être influencé par le Rav Yisachar Meir et aussi par le rabbin Berg de Montreux. Oui, Ruti? Euh, Pas forcément. Non, Pas pas forcément. forcément. Je pense euh, qu'il était peut-être à des camps Yeshurun quand même, plutôt. Oui, il était il a fait certains camps Yeshurun, je pense, mais c'était bien plus tôt. Plus tard, je pense que c'était plus à cette époque. Je pense que c'était déjà.
C'est déjà plus tard. Je ne suis pas sûr. Et ton papa lui demandait pas des questions, des chélotes pour toute une comme ça, de Hashkafa ou Euh, de- non, Non. non, non, non. C'était vraiment pour la yeshiva et pour Netivot. Bon, il y avait peut-être des discussions là-dessus, mais c'était pas vraiment pour Yeshurun. À mon avis, non. Non, il était pour Strasbourg, il était plutôt celui qui avait fondé un Makom Torah dans un endroit totalement désert, totalement démuni de tout, et qui petit à petit arrivait à fédérer, arrivait à envoyer les jeunes dans des écoles dans lesquelles ils sortaient un peu structurés et qu'ils ne traînaient pas dans la rue, etc., etc. C'était surtout tout ce travail qui a, qu'il a patronné, qu'il a organisé. Comme dit, je ne l'ai pas dit, mais il voulait, en fait, il voulait faire venir Rav El-Kaïm à Netivot dans les années 60. Et Rav El-Kaïm a fait un voyage en Israël pour étudier la situation. Et ça ne s'est pas fait. Pourquoi, je ne sais pas. Mais il avait été très marqué par tout ce qu'il avait vu comme expérience au Maroc. Et d'ailleurs, des dirigeants administratifs de l'Aïcheva s'appelait Eli Rothschild, qui avait lui-même travaillé avec Rav Altner à Tanger. Mais lui, il était venu du Maroc c'était un Rothschild suisse, pas un de Rothschild, mais un Rothschild suisse qui était venu et qui était directeur administratif ou agent administratif à l'Aïcheva. Voilà. OK. Merci beaucoup. Plus personne ne veut intervenir? Voilà, avec plaisir. Merci beaucoup. Merci C'était beaucoup, très Claude. intéressant. Merci Merci. beaucoup. Merci Merci beaucoup. Claude pour ton Merci intervention. beaucoup. Merci, c'était très Merci à intéressant. toi de nous avoir hébergés et de nous avoir donné l'occasion J'espère de que nous nous pouvoir. retrouverons bientôt pour un autre Zoom sur un autre sujet ou un sujet similaire. Et je vous souhaite des jours meilleurs, que ce soit ici ou ailleurs. Et Voilà, Besorot à, Tovot. et à bientôt. À bientôt. Bonsoir vous Bonne Merci tous. À soirée. bientôt, au Bonsoir revoir. tout le monde. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Merci. La vidéo sera mise en ligne d'ici peu. D'accord. Bonsoir. 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 Merci beaucoup.